Découvrez l'histoire de l'homme qui a osé remettre en question toute une civilisation et dont les idées continuent de façonner notre monde 2400 ans après sa mort. Imaginez un monde où poser des questions est considéré comme un crime. Un monde où la recherche de la vérité peut vous coûter la vie. Ce monde a existé, et un homme s'est dressé contre lui, armé uniquement de sa pensée et de son courage. Cet homme, c'est Socrate. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un simple fils de sculpteur est devenu l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la pensée. Vous comprendrez pourquoi ces idées sont encore débattues aujourd'hui et comment elles peuvent changer votre façon de voir le monde. Si vous avez déjà ressenti le besoin de remettre en question les certitudes qui vous entourent, cette histoire est pour vous. Préparez-vous à un voyage fascinant dans l'Athènes antique, où la quête de sagesse pouvait être une aventure périlleuse. Vous verrez comment les expériences de Socrate ont façonné sa philosophie, et comment cette philosophie a finalement conduit à sa perte et à son immortalité. Pour comprendre Socrate, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Transportons-nous à Athènes, en l'an 470 avant Jésus-Christ. Athènes est alors au sommet de sa gloire. La cité vient de repousser l'invasion perse, affirmant sa domination sur le monde grec. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard le siècle de Périclès, une période d'extraordinaire floraison culturelle et intellectuelle. Les rues de la ville bourdonnent d'activité. Sur l'acropole, le Parthénon s'élève vers le ciel, symbole de la puissance et de la sophistication athénienne. Dans les théâtres, les tragédies d'Échille et de Sophocle explorent les profondeurs de l'âme humaine. Sur l'agora, la place du marché, les citoyens débattent des affaires de la cité. Car Athènes est fière de sa démocratie. Pour la première fois dans l'histoire, le peuple, ou du moins, les hommes citoyens libres, a son mot à dire dans le gouvernement de la cité. C'est une innovation révolutionnaire, mais aussi une source de tension. Qui devrait vraiment gouverner? Les plus sages? Les plus riches? Ou chaque citoyen a-t-il une voix égale? C'est dans ce contexte bouillonnant que naît Socrate, fils de Sophroniscus, un sculpteur, et de Phaénarète, une sage-femme. Sa naissance est modeste, mais le monde dans lequel il grandit est riche en idées et en opportunités. Le jeune Socrate grandit en observant son père travailler la pierre. Il apprend que la beauté peut émerger d'un bloc de marbre brut, à condition de poser les bonnes questions, où frapper, quel angle adopter. Cette leçon le marquera profondément. De sa mère, sage-femme, il apprend peut-être sans le savoir l'art d'aider les autres à accoucher de leurs idées. Il voit comment elle guide les femmes à travers le processus de l'accouchement, les aidant à faire émerger une nouvelle vie. Plus tard, il appliquera cette approche à la philosophie. Mais l'Athènes de Socrate n'est pas que splendeur et lumière. Sous la surface brillante couvent des tensions. La société est profondément divisée entre riches et pauvres. Les esclaves, nombreux, n'ont aucun droit. Et malgré sa démocratie, Athènes est une puissance impérialiste, imposant sa volonté à d'autres cités grecques. Le jeune Socrate observe tout cela avec un œil critique. Il voit les contradictions de sa société. Une cité qui se prétend juste, mais qui pratique l'esclavage, qui célèbre la sagesse, mais qui est souvent gouvernée par la démagogie. C'est dans ce creuset d'idées et de contradictions que se forme l'esprit du futur philosophe. Socrate grandit en se posant des questions que peu osent formuler. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vertu? Comment devrait-on vraiment gouverner une cité? À l'adolescence, Socrate découvre la philosophie. Sur l'agora, il écoute avec fascination les débats entre les sophistes, ces maîtres de rhétorique qui prétendent pouvoir enseigner la vertu et le succès politique. Il entend parler des grands penseurs de son époque, Parménide, qui affirme que la réalité est une et immuable, Héraclite, qui soutient au contraire que tout est en perpétuel changement, Anaxagore, qui ose suggérer que le soleil n'est qu'une boule de feu et non un dieu. Ces idées éveillent en Socrate une soif insatiable de sagesse. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains, il n'est pas satisfait par les réponses toutes faites. Il veut comprendre par lui-même. C'est à cette époque que Socrate aurait consulté l'oracle de Delphes. Selon la légende, l'oracle aurait déclaré qu'il n'y avait pas d'homme plus sage que Socrate. Perplexe, car il avait conscience de son ignorance, Socrate aurait décidé de comprendre le sens de cette déclaration. Il commence à interroger ceux qui sont considérés comme sages, politiciens, poètes, artisans. À chaque fois,
il découvre que ces personnes, bien qu'expertes dans leur domaine, prétendent aussi savoir des choses qu'elles ignorent en réalité. C'est une révélation pour Socrate. Il comprend que sa sagesse, paradoxalement, réside dans le fait qu'il est conscient de son ignorance. « Je sais que je ne sais rien », dira-t-il plus tard. Cette phrase, loin d'être un aveu de défaite, est en réalité le point de départ de sa philosophie. Car pour Socrate, reconnaître son ignorance est le premier pas vers la vraie connaissance. C'est seulement en admettant que nous ne savons pas que nous pouvons commencer à vraiment apprendre. C'est à cette époque que Socrate développe sa fameuse méthode de questionnement. Il ne prétend pas enseigner la sagesse. Comment le pourrait-il, puisqu'il affirme ne rien savoir? Au lieu de cela, il pose des questions simples en apparence, mais qui révèlent rapidement la complexité des concepts que nous tenons pour acquis. Prenons un exemple. Socrate pourrait demander « Qu'est-ce que le courage ?» Son interlocuteur pourrait répondre « Le courage, c'est ne pas fuir face à l'ennemi. » Socrate demanderait alors « Mais un général qui ordonne une retraite stratégique est-il un lâche? N'y a-t-il pas du courage à reconnaître quand il faut se retirer ?» Et ainsi de suite, jusqu'à ce que son interlocuteur réalise que sa définition initiale du courage était incomplète ou contradictoire. Cette méthode, que l'on appellera maïeutique, du grec maïeutiké et qui signifie l'art de l'accouchement, vise à aider les gens à accoucher de leurs propres idées. Comme sa mère aidait les femmes à mettre au monde des enfants, Socrate aide ses interlocuteurs à mettre au monde des idées. Mais cette méthode n'est pas toujours confortable. Elle oblige les gens à remettre en question leurs croyances les plus ancrées. Elle révèle souvent notre ignorance, ce qui peut être humiliant. C'est pourquoi Socrate se compare parfois à un taon, cet insecte qui pique le cheval pour le maintenir éveillé. Il voit son rôle comme celui d'un agitateur qui empêche la cité de s'endormir dans le confort de ses certitudes. Cette période de la vie de Socrate est aussi marquée par son mariage avec Xanthippe. Les sources antiques décrivent souvent Xanthippe comme une femme au caractère difficile. Mais Socrate aurait dit qu'il l'avait choisie précisément pour cette raison. « Si je peux vivre avec elle, disait-il, je pourrais m'entendre avec n'importe qui. » C'est un exemple de l'humour et de l'autodérision de Socrate, qui n'hésitait pas à se moquer de lui-même. La vie de Socrate prend un tournant inattendu lorsque la guerre éclate entre Athènes et Sparte en 431 avant Jésus-Christ. Cette guerre, qui durera près de 30 ans, va bouleverser le monde grec et laisser une marque indélébile sur la pensée de Socrate. À 39 ans, Socrate est appelé à servir comme hoplite, un soldat d'infanterie lourdement armé. C'est un changement radical pour ce philosophe habitué au débat de l'agora. Pourtant, Socrate s'adapte remarquablement bien à la vie militaire. Ses compagnons d'armes racontent des anecdotes qui deviendront légendaires. Lors de la bataille de Potidée, Socrate sauve la vie du jeune Alcibiade, futur général athénien. Lors d'une retraite en plein hiver, il marche pieds nus dans la neige sans se plaindre, montrant une endurance qui impressionne même les soldats les plus endurcis. Ces expériences forgent en Socrate une conception de la vertu basée sur la maîtrise de soi et le courage face à l'adversité. Pour lui, la vraie bravoure ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir correctement malgré la peur. C'est aussi pendant la guerre que Socrate développe sa capacité à la concentration intense. Ses camarades racontent comment il pouvait rester immobile pendant des heures, plongé dans ses pensées, même au milieu du tumulte du camp. Mais la guerre pose aussi à Socrate des questions philosophiques profondes. Face à la brutalité du conflit, il s'interroge « Qu'est-ce que le courage ? Est-ce simplement l'absence de peur, ou y a-t-il quelque chose de plus profond ? Qu'est-ce qui justifie qu'un homme en tue un autre ? Quel est le fondement de la loyauté envers sa cité ? » Ces questions vont nourrir sa réflexion philosophique pour le reste de sa vie. Elles le conduiront à développer des idées révolutionnaires sur l'éthique et la politique. La guerre du Péloponnèse a aussi un impact profond sur Athènes. La cité, autrefois brillante et confiante, devient de plus en plus autoritaire et paranoïaque. C'est dans ce contexte de crise que la méthode de questionnement de Socrate va commencer à être perçue comme une menace par les autorités. De retour à Athènes, Socrate ne peut plus se contenter de la vie ordinaire. Il a vu de trop près la fragilité de la vie et la complexité du monde pour accepter les réponses toutes faites. C'est alors qu'il décide de consacrer sa vie à la quête de la sagesse. Socrate commence à passer ses journées sur l'agora, engageant quiconque veut bien l'écouter dans des discussions philosophiques.
Il n'ouvre pas d'école, ne fait pas payer ses enseignements. Il se considère comme un philosophe de rue, accessible à tous. Sa méthode de questionnement attire rapidement l'attention. Certains sont fascinés par sa capacité à révéler les contradictions dans leurs pensées. D'autres sont irrités par ses questions incessantes qui remettent en cause leur certitude. Parmi ceux qui sont attirés par Socrate, on trouve de nombreux jeunes gens de l'élite athénienne. L'un d'eux, un jeune homme brillant nommé Platon, deviendra plus tard l'un des plus grands philosophes de l'histoire et le principal témoin de la pensée de Socrate. C'est à cette époque que Socrate développe pleinement ses idées philosophiques. « Connais-toi toi-même ». Cette maxime inscrite sur le temple de Delphes devient le cœur de la philosophie de Socrate. Pour lui, la connaissance de soi est le fondement de toute sagesse. Il encourage ses concitoyens à examiner leurs croyances, leurs motivations, leurs désirs. Comment peut-on prétendre comprendre le monde si on ne se comprend pas soi-même ? L'intellectualisme moral. Socrate développe l'idée révolutionnaire que la vertu est une forme de connaissance. Selon lui, personne ne fait le mal volontairement. Si quelqu'un agit de manière immorale, c'est par ignorance plutôt que par mauvaise volonté. Cette idée a des implications profondes. Elle suggère que l'éducation est la clé pour améliorer la moralité d'une société. Elle remet aussi en question l'idée de punition. Si le mal est le résultat de l'ignorance, ne devrait-on pas éduquer plutôt que punir ? La priorité de l'âme. Dans une Athènes obsédée par la gloire et la richesse, Socrate ose affirmer que le soin de l'âme est plus important que les possessions matérielles. Pour lui, la vraie richesse est intérieure. Il encourage ses concitoyens à se préoccuper davantage de leur développement moral et intellectuel que de leur statut social. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Cette idée aura une influence profonde sur la philosophie occidentale, en particulier sur le christianisme. La critique de la démocratie. Bien qu'Athènes soit considérée comme le berceau de la démocratie, Socrate ose la remettre en question. Il craint que le vote populaire ne conduise à des décisions irrationnelles. Pour lui, gouverner est un art qui requiert des connaissances et des compétences spécifiques. Socrate compare souvent le gouvernement d'une cité à la navigation d'un navire. Laisserait-on le premier venu prendre le gouvernail d'un navire sans formation ? Alors pourquoi laisser n'importe qui prendre des décisions cruciales pour la cité ? Cette position est controversée dans l'Athènes démocratique et lui vaudra de nombreux ennemis. Pourtant, Socrate ne propose pas un retour à l'oligarchie. Il plaide plutôt pour une méritocratie où le pouvoir serait confié aux plus sages et aux plus vertueux. L'importance du dialogue. Pour Socrate, la vérité émerge du dialogue et de l'échange d'idées. Il ne croit pas à la transmission passive du savoir. La connaissance, selon lui, doit être activement construite par chaque individu à travers le questionnement et la réflexion. C'est pourquoi il privilégie toujours la discussion ouverte à l'enseignement dogmatique. Cette approche influencera profondément la pédagogie occidentale. Le doute comme vertu. « Je sais que je ne sais rien » y est peut-être la citation la plus célèbre attribuée à Socrate. Cette déclaration paradoxale souligne l'importance de l'humilité intellectuelle et de la remise en question constante de nos connaissances. Pour Socrate, le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais le début de la sagesse. C'est une idée qui résonne particulièrement dans notre ère de post-vérité, où la capacité à remettre en question l'information est plus cruciale que jamais. La recherche de définitions universelles. Socrate cherche constamment à définir des concepts comme la justice, la piété, le courage. Il ne se contente pas d'exemples particuliers, mais cherche des définitions universelles. Cette quête de l'universel influencera profondément la philosophie occidentale, en particulier la théorie des idées de Platon. La méthode de Socrate, bien que fascinante pour certains, est profondément dérangeante pour d'autres. En remettant constamment en question les idées reçues, il ébranle les fondements mêmes de la société athénienne. Ces questions sur la justice font douter de la légitimité des lois. Ces interrogations sur la piété remettent en question les pratiques religieuses traditionnelles. De plus, Socrate attire autour de lui de nombreux jeunes gens de l'élite athénienne. Des figures comme Alcibiade, Critia ou Platon sont ses disciples. Cela inquiète les autorités, qui craignent que Socrate ne corrompe la jeunesse en les détournant des valeurs traditionnelles. La tension monte. Aristophane, le célèbre auteur comique, ridiculise Socrate dans sa pièce Les Nuées, le dépeignant comme un sophiste qui enseigne à y faire triompher la cause injuste. Bien que ce soit une caricature, elle reflète une opinion répandue sur Socrate. Socrate est formellement accusé de 2 crimes. L'impiété, ne pas croire au dieu de la cité, et la corruption de la jeunesse. Ces accusations sont probablement motivées par des raisons politiques. Athènes, qui a perdu la guerre contre Sparte,
cherche des boucs émissaires. Socrate, avec ses critiques constantes de la démocratie, est une cible parfaite. Le procès de Socrate est un moment crucial de l'histoire de la philosophie. Face à ses accusateurs, Socrate reste fidèle à ses principes. Il utilise sa méthode de questionnement pour exposer les faiblesses de leurs arguments. Plutôt que de plaider pour sa vie, il maintient sa position philosophique, refusant de compromettre ses principes pour échapper à la punition. Dans son discours de défense, rapporté par Platon dans l'Apologie de Socrate, il prononce ces mots célèbres. « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Il affirme que son rôle est celui d'un temps qui pique la cité. Pour la maintenir éveillée, est un service qu'il rend à Athènes, même si la cité ne le comprend pas. Socrate refuse de s'abaisser à supplier pour sa vie, comme c'était la coutume. Au contraire, il suggère que pour ses services à la cité, il mériterait d'être nourri au Prytanée, un grand honneur à Athènes, plutôt que d'être puni. Cette attitude est perçue comme de l'arrogance par beaucoup de juges. Malgré sa défense éloquente, Socrate est déclaré coupable à une faible majorité. Vient alors le moment de déterminer la peine. Les accusateurs demandent la peine de mort. Socrate, fidèle à son ironie habituelle, propose d'abord comme punition et d'être nourri aux frais de l'État pour le reste de sa vie. Puis, plus sérieusement, il propose une amende. Mais il est trop tard. Irrité par son attitude, les juges le condamnent à mort par empoisonnement à la ciguë. Socrate accepte son sort avec une sérénité qui stupéfie ses amis et ses ennemis. Pour lui, c'est l'occasion ultime de mettre en pratique sa philosophie. Il refuse de s'échapper, bien que ses amis lui en offrent l'opportunité. Il explique que, ayant vécu sous les lois d'Athènes et en ayant bénéficié toute sa vie, il serait injuste de les violer maintenant, même s'il considère son jugement comme injuste. Il discute de l'immortalité de l'âme, consolant ses amis plutôt que d'être consolé. Il voit sa mort comme un passage vers une autre forme d'existence, peut-être meilleure. Finalement, avec un calme qui impressionne même ses geôliers, Socrate boit la coupe de poison. Ses dernières paroles, selon Platon, sont « Eucriton, nous devons un coq à Asclépio. Payez cette dette, ne l'oubliez pas ». Cette phrase énigmatique a été interprétée de nombreuses façons. Certains y voient une dernière ironie de Socrate, d'autres y voient simplement le souci d'un homme de régler ses dernières affaires avant de partir. La mort de Socrate marque profondément ses disciples et la société athénienne. Platon, en particulier, consacrera une grande partie de sa vie à préserver et développer la pensée de son maître. La fin de Socrate marque la fin d'une vie, mais le début d'un héritage qui traverse les siècles. Son influence sur la philosophie et la culture occidentale est incommensurable. Fondation de la philosophie occidentale. Socrate est souvent considéré comme le père de la philosophie occidentale. Son approche rationnelle et son accent sur l'éthique ont jeté les bases de siècles de réflexion philosophique. Influence sur Platon et Aristote. Les enseignements de Socrate ont profondément influencé Platon, qui à son tour a enseigné à Aristote. Ces trois penseurs forment le triumvirate fondateur de la philosophie occidentale. Méthode d'enquête critique. La méthode socratique a inspiré des approches pédagogiques et intellectuelles qui mettent l'accent sur le questionnement critique et l'analyse logique. Éthique et politique. Les réflexions de Socrate sur la justice, la vertu et le bon gouvernement continuent d'informer les débats éthiques et politiques contemporains. Sa critique de la démocratie, en particulier, reste pertinente dans nos sociétés modernes. Modèle de l'intellectuel engagé. La vie de Socrate offre un exemple puissant de l'intellectuel qui refuse de compromettre ses principes face à l'adversité politique. Il inspire encore aujourd'hui ceux qui osent remettre en question le statu quo. Inspiration artistique et culturelle. La figure de Socrate a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de théâtre à travers les siècles. De la peinture néoclassique La mort de Socrate et de Jacques-Louis David aux réflexions philosophiques modernes sur la désobéissance civile, Socrate continue de fasciner les artistes et les penseurs. Démocratie et liberté d'expression. Bien que critique de la démocratie, le procès de Socrate est souvent cité comme un avertissement contre la suppression de la liberté d'expression dans les sociétés démocratiques. Il nous rappelle l'importance de protéger le droit à la dissidence et au questionnement critique. Socrate reste une figure fascinante et inspirante, plus de 2400 ans après son décès. Sa quête incessante de sagesse, son courage face à l'adversité et sa méthode de questionnement continuent de résonner dans notre monde moderne.
Dans une époque où l'information est abondante, mais où la sagesse semble parfois faire défaut, les enseignements de Socrate nous rappellent l'importance de l'introspection, du questionnement critique et de la poursuite de la vertu. Que pouvons-nous apprendre de Socrate aujourd'hui? Peut-être que la véritable sagesse réside dans la reconnaissance de notre propre ignorance, dans la volonté de remettre en question nos croyances les plus ancrées et dans le courage de vivre selon nos principes, quelles qu'en soient les conséquences. Socrate nous invite à être des temps dans notre société, à poser les questions difficiles, à remettre en question le statu quo. Il nous rappelle que la philosophie n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité vitale pour une société saine. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez face à une certitude, posez-vous la question, que dirait Socrate? Osez douter, osez questionner. Car comme nous l'a montré ce gars de fille d'Athènes, c'est souvent dans le doute et l'incertitude que nous trouvons les graines de la véritable sagesse. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à produire plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo.